Bonjour, je présente aujourd'hui la 39e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « La légitimité de la propriété nationale » et elle se trouve dans la partie 4 de mon programme sous forme papier sur le site internet Nikonov 2017 et on la retrouve dans le principe 2 de politique économique pour réencastrer l'économie dans la nation et la démocratie. Alors, quelques éléments d'histoire sur le retour ou le transfert à la nation d'entités privées. Parce que l'intervention de l'État dans l'économie est à l'origine même de l'activité économique. On l'oublie trop souvent, ou on ne le sait pas. C'est l'État qui a créé le marché. Et c'est lui qui lui permet de fonctionner. Cette réalité est universelle et ne concerne pas simplement la France. Le terme de nationalisation, souvent utilisé pour parler du retour ou du transfert à la nation d'entreprises privées, ne recouvre qu'imparfaitement l'acte du souverain décidant, pour des motifs d'ordre public, de mettre un terme à une propriété privée. La confiscation, par exemple, fait partie des instruments du souverain, le roi ou le peuple. L'une des plus spectaculaires confiscations au Moyen-Âge a été celle décidée par le roi de France, Philippe IV le Bel, sur les biens des Templiers en 1307. Ce fut une sanction sans compensation financière, qui s'est d'ailleurs accompagnée en outre du meurtre des dirigeants templiers. Bien avant Colbert, sous Louis XI, l'État récupère le contrôle de la soie et de l'imprimerie. Il s'agit à chaque fois de protéger le patrimoine industriel national, d'assurer son indépendance en matière de production d'armement ou de réguler l'activité économique afin de maintenir un environnement stable dans la société. La Révolution française a nationalisé les biens de l'Église. Dès le 10 octobre 1789, les curés de campagne étant dédommagés sous forme du versement d'une rente annuelle. Le clergé et l'assistance publique, c'est-à-dire les hôpitaux ou les hospices, ont été, entre guillemets, fonctionnalisés. Le 30 mars 1792, la confiscation des biens des nobles hostiles à la République, émigrés à l'étranger depuis le 1er juillet 1789, était décidée. Cette confiscation au profit de l'État, décidée à la veille de la guerre, a été opérée par sanction, sans compensation financière. Pendant la révolution bolchevique, l'abolition de la grande propriété foncière, sans compensation, est décidée le 8 novembre 1917, pour les banques le 27 décembre. Pendant la guerre civile, pour priver les contre-révolutionnaires de leurs ressources, le commerce extérieur, 2 mai 1918, l'industrie pétrolière, 20 juin 1918, puis toute la grande industrie, 28 juin 1918, sont nationalisées. En Allemagne, la République de Weimar nationalise les chemins de fer en 1920. Au Québec, en 1921, en pleine prohibition, le gouvernement crée la Société des alcools du Québec pour assurer le commerce des vins et des spiritueux dans la belle province. Aujourd'hui, la Société des alcools du Québec est le plus grand vendeur de vin au Canada et le plus grand acheteur institutionnel de vin au monde. En avril 1944, le gouvernement québécois nationalise les compagnies électriques et donne naissance à Hydro-Québec. Aujourd'hui, cette société d'État est responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité de la province du Québec. Dans le domaine des télécommunications, le gouvernement québécois crée Radio-Québec en février 1968. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre est nationalisée en octobre 1945, les charbonnages en janvier 1947, les transports aériens en février 1947, les chemins de fer en janvier 1948, la sidérurgie entre 1951 et 1953, ainsi que les constructions automobiles et navales en Iran. La nationalisation de l'anglo-iranien Iranian Oil Company provoque le renversement du gouvernement du Premier ministre Mossadegh par la CIA
en août 1953. L'agence américaine remet le Shah au pouvoir. La nationalisation du canal de Suez en 1956 par Nasser provoque une intervention militaire franco-britannique, soutenue par Israël, qui d'ailleurs échouera. En France, l'État nationalise les réseaux téléphoniques en 1889. En 1907, c'est au tour de la Compagnie ferroviaire de l'Ouest. Puis en 1919, l'État prend le contrôle des mines de potasse d'Alsace. 3 grandes périodes en France sont marquées par des nationalisations. Le Front populaire en 1936-1938, je vais faire une vidéo sur le sujet. La Libération en 1944-1948, une autre vidéo sur le sujet. La période Mitterrand en 1981-1982, encore une autre vidéo. Quelques problèmes de définition. C'est le mouvement ouvrier en France particulièrement, dès sa naissance au XIXe siècle et ensuite, tout au long de son histoire, qui va mettre en avant la question de la propriété des moyens de production. Mais il a utilisé des notions différentes, souvent floues pour en parler. Les termes utilisés selon les courants d'idées et les périodes sont assez nombreux et imprécis. On parle d'entreprises nationalisées, d'entreprises publiques, de services publics, de sociétés d'économie mixte, d'établissements publics industriels et commerciaux, de secteurs publics marchands, d'appropriation sociale, de socialisation, d'étatisation, etc., etc. Existe-t-il des définitions rigoureuses, couramment admises, et des différences entre ces différents termes? Il semble que la réponse soit négative. Cependant, une distinction assez pertinente a été faite, par exemple, dans le cours donné à l'Institut supérieur ouvrier de la CGT en 1936 et intitulé « Nationalisation, étatisation, socialisation ». La nationalisation est distinguée de l'étatisation car elle est appropriation collective par la nation. Les forces productives et les consommateurs, au même titre que l'État, doivent intervenir dans la gestion. Quant à la socialisation, elle transgresse le cadre capitaliste. Elle est réalisée par les travailleurs organisés exerçant le pouvoir. Fin de citation. Je choisis d'utiliser comme expression générique retour ou transfert à la nation pour parler des entreprises qui seront concernées, ce processus aboutissant à des nationalisations. Nous parlerons donc d'entreprises nationales pour décrire ces entreprises et de nationalisation pour décrire le processus de leur passage de la sphère privée à la sphère nationale. C'est le terme qui me paraît le mieux correspondre à ce que nous voulons, car il signifie clairement que des entreprises vont passer sous le contrôle de la nation ou qu'elles sont déjà sous son contrôle. Il ne s'agit donc pas de socialisation ou d'appropriation sociale, expression floue qui masque la réalité précise des propriétaires effectifs. Il ne s'agit pas non plus d'étatisation, car la nation englobe l'État qui est son instrument, elle le surplombe. La nationalisation évoque très clairement que c'est la nation qui possède, et non l'État ou tel groupe social. La forme juridique de la nationalisation est l'établissement public et industriel, EPIC. Ainsi, toutes les entreprises qui retournent ou qui sont transférées à la nation seront transformées en EPIC. L'autre intérêt de n'utiliser que le terme nationalisation est que non seulement il indique clairement que la propriété est nationale, mais il entraîne une conséquence évidente. S'il s'agit d'une nationalisation, la mission de cette entreprise est d'être au service de la nation. Son activité doit donc correspondre aux attentes des citoyens qui sont ses clients et aussi aux citoyens qui sont ses salariés. Le retour ou le transfert à la nation de certaines entreprises est donc un processus de nationalisation par lequel la propriété des entreprises concernées est entièrement transférée à la nation. Les entreprises deviennent des EPIC, établissements publics industriels et commerciaux. Aucune nationalisation ne peut avoir lieu
dans laquelle la nation ne posséderait pas 100% du capital. Les filiales deviennent également des EPIC. L'État, au nom de la nation, peut prendre des participations minoritaires dans des entreprises privées, mais il ne s'agit pas de nationalisation. La forme juridique dans ce cas est celle de la société d'économie mixte. Comme leur nom l'indique, ces sociétés étant mixtes ne peuvent avoir de mission d'intérêt général puisque composées d'intérêts particuliers. La loi du 2 janvier 2012 sera modifiée en ce sens. Puisque nous parlons de contrôle de la nation sur ces entreprises, cela signifie que leur conseil d'administration est majoritairement composé de représentants de la nation, des parlementaires et des fonctionnaires. Les salariés et les consommateurs doivent également avoir des représentants. La théorie néolibérale et le dogme de la propriété des grands groupes de production, d'échange et de services méritent un petit commentaire. La privatisation est le mouvement inverse à celui de la nationalisation, ça paraît évident. Elle consiste à transférer au secteur privé la propriété, l'exploitation et ou la distribution de produits ou de services qui étaient jusque-là produits ou mis en marché par des entités publiques. Dans certains cas, l'étatisation étant prévue par la constitution des pays, comme c'était le cas pour les terres collectives et le pétrole au Mexique, la privatisation a nécessité la déconstitutionnalisation des droits de la collectivité. Les privatisations répondent d'abord fondamentalement aux intérêts géopolitiques, financiers et économiques des États-Unis d'Amérique. C'est dans ce pays, en effet, que le système des pension funds, les fonds de pension, et mutual funds, les fonds mutuels, est le plus développé au monde. Ces investisseurs institutionnels, comme on les appelle, ont besoin d'acheter et de vendre sans interruption des quantités immenses, toujours renouvelées, de titres financiers, et particulièrement des actions. Les marchés boursiers américains, pourtant gigantesques, sont devenus trop petits pour eux. Les privatisations partout dans le monde leur offrent les actions qu'ils recherchent. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, ont alors joint leurs efforts pour bâtir un discours visant à présenter la nécessité de la libéralisation financière et des privatisations comme relevant d'une sorte de droit naturel. Les privatisations ont ainsi contribué à financiariser un peu plus l'économie mondiale en poussant artificiellement le prix des actions à la hausse et en encourageant du coup les crises financières. USAID et la Banque mondiale ont également imposé la doctrine de la privatisation au Sud. United States Agency for International Development, ou USAID, signifie l'Agence des États-Unis pour le développement international. Bon, placée sous la supervision du président américain, directement du secrétaire d'État et du Conseil de sécurité nationale, c'est-à-dire la CIA, elle est chargée du développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde à la sauce américaine. Dès 1991, la Banque mondiale avait déjà fait 114 prêts pour accélérer le processus. Et chaque année, son rapport Finance du développement global dénombre des centaines de privatisations effectuées dans des pays débiteurs auprès de la banque. C'est l'un des plus gros hold-up de l'époque moderne. Les fonds de pension et fonds mutuels américains ont ainsi pu profiter de la hausse du prix des actions générées par les privatisations. Ils sont devenus de très importants détenteurs de titres dans les entreprises cotées européennes, entre autres. Les privatisations sont au cœur des dogmes néolibéraux et ont été engagées dès le début des années 1980 partout dans le monde. C'est soi-disant pour respecter le principe de la concurrence que les néolibéraux veulent réduire le secteur public. Pour eux, la concurrence par le marché est censée, par principe, résoudre les problèmes supposés d'efficacité des monopoles publics.
favoriser la baisse des prix et l'innovation, encourager l'emploi et la croissance économique. De très nombreux économistes à gages ont tenté de donner un vernis théorique à cette idéologie. Ces théories, entre guillemets, alimentent le discours néolibéral habituel. On a vu, avec la crise financière débutée en 2007-2008, ce qu'il en était de ces théories et de leur mise en pratique. Heureusement que les États étaient là pour sauver les banques et un certain nombre d'entreprises. Presque tous les services publics constituent ce que les économistes appellent des monopoles naturels. Un monopole naturel existe quand il est nécessaire aux entreprises d'un secteur d'avoir une certaine taille pour garantir une efficacité économique maximale, afin de réaliser tout simplement des économies d'échelle et ainsi fournir le meilleur service possible à un coût le plus faible possible pour la collectivité. Les monopoles naturels nécessitent également l'investissement de grosses mises de fonds au début, comme les rails de chemin de fer, les lignes à haute tension, les tunnels de métro, les réseaux de gaz, d'égouts, d'eau, de fils téléphoniques. Dans tous ces domaines, une véritable concurrence n'est pas possible, sauf à multiplier les lignes à haute tension, les réseaux d'égouts et les rails de chemin de fer par le nombre de concurrents. C'est absurde. C'est pourquoi les monopoles publics sont la solution optimale, évidente. Mais les néolibéraux considèrent que tout ce qui est public est par définition inefficace. En réalité, tout ce qui est public n'est pas privé et ne génère donc pas de profit privé. Telle est la vérité. L'idéologie de la privatisation a conduit à s'aveugler sur deux réalités. La première est que, contrairement au dogme de la supériorité absolue du secteur privé en matière de management, il existe des entreprises publiques excellemment dirigées et des entreprises privées qui le sont de façon catastrophique. Chacun a des exemples. La seconde est que lorsqu'une entreprise à but non lucratif est en difficulté, le fait de lui imposer des exigences de rentabilité, loin d'améliorer sa situation, l'expose au pire déconvenu. En France, les privatisations engagées depuis 1986 par les gouvernements de droite et de gauche ont servi d'instrument de gouvernabilité au jour le jour. Les recettes considérables qui en ont été obtenues n'ont servi qu'à pallier le manque de recettes fiscales provoqué par le chômage de masse et au financement des dépenses courantes, au désendettement et à la recapitalisation d'entreprises publiques pour les préparer à la privatisation. Leur impact sur la croissance économique, qualitative et quantitative, et l'emploi n'a pas été visible, contrairement aux promesses faites. Les privatisations ont même joué contre les salaires et contre l'emploi, les entreprises privatisées se jugeant déliées de leurs responsabilités sociales déjà faibles au demeurant. On voit clairement aujourd'hui à quels résultats désastreux les privatisations peuvent aboutir. Dans la plupart des cas, les privatisations ont donné des résultats calamiteux. Cette réalité rend d'autant plus paradoxale la disparition de la question de la propriété des moyens de production du débat public. C'est la ruine complète du rail anglais qui, malgré d'énormes subventions, a failli fermer purement et simplement à la veille de Noël 2000, suite à des accidents dont l'un, en octobre 2000, a été particulièrement meurtrier. La cause de tout cela ? L'incohérence d'un réseau réparti entre 25 sociétés d'exploitation, une 26e s'occupant de l'infrastructure et l'état désastreux de tout le système par défaut d'investissement. Aujourd'hui, tout le monde ou presque reconnaît l'irresponsabilité et la hâte qui ont présidé à la déréglementation des chemins de fer britanniques. Devant la situation critique de la société nationale, les champions de la privatisation avaient pronostiqué que des compagnies à but lucratif feraient les investissements nécessaires, réhabilitant le rail pour attirer les clients.
ce qui s'est réellement passé et qui était pourtant facile à prévoir, et que les compagnies ont couru après les bénéfices immédiats, sans investir, précipitant la ruine de tout le système. Dans le cas californien, l'argument des champions de la privatisation des régies d'électricité, à savoir que les prix baisseraient à la consommation, a été totalement démenti. Non seulement les prix se sont envolés, mais la Californie a connu des coupures d'électricité monstres et répétées, dont les conséquences économiques se font encore sentir durablement au niveau local et national. En ce qui concerne les autres effets des privatisations, ils étaient prévisibles et ont été prédits. Les dirigeants des entreprises privatisées, souvent exactement les mêmes qu'avant, ont doublé ou triplé leur salaire, sans compter les stock options qu'ils se sont généreusement attribués et les parachutes dorés pour la retraite. À partir de ces résultats, on peut facilement voir que le but réel de la privatisation n'est ni l'efficacité économique, ni de meilleurs services pour le consommateur, mais simplement de transférer des richesses de la poche de l'État, qui pourrait les redistribuer pour combler les inégalités sociales, vers des mains privées. En Grande-Bretagne et ailleurs, l'énorme majorité des actions des sociétés privatisées sont maintenant dans les mains d'institutions financières et de très gros investisseurs. Alors que monte à juste titre la critique du turbocapitalisme et de l'ultralibéralisme qui provoque la dictature des marchés financiers, des inégalités sociales et nationales croissantes, les désastres écologiques et alimentaires, la réflexion sur les formes de la propriété des entreprises a été évacuée du débat public, malgré les dégâts engendrés par nombre de privatisations. Pour le Parti socialiste, particulièrement actif dans les privatisations, ce qui ne concourt pas à l'intérêt général doit être cédé au privé. Cette analyse manque de pertinence. D'ailleurs, le Parti socialiste, parallèlement, est muet sur la proposition inverse. Tout ce qui concourt à l'intérêt général doit être cédé au public. On ne peut accepter la conception selon laquelle l'État devrait se limiter, au nom de quoi, à simplement compenser les défaillances du marché. C'est le marché lui-même qu'il faut changer. Tâche qui s'avère impossible à conduire sans faire bouger les modes de propriété. Et dans les modes de propriété, il n'y a pas que l'État. Il existe des possibilités variées de propriété partagée qui peuvent associer les salariés, les sous-traitants, les fournisseurs, les collectivités locales, les mutuelles, les associations, les coopératives, les usagers. À l'échelle mondiale, les privatisations ont été présentées comme le remède miracle, censé permettre tout à la fois le développement des pays pauvres, d'assurer la transition vers l'économie de marché pour les pays de l'ancienne zone soviétique et l'assurance de la prospérité éternelle pour les pays de l'OCDE comme la France. Les privatisations étaient censées offrir toujours, à toutes les époques et sous toutes les latitudes, une meilleure efficacité économique et sociale que les services publics et les entreprises nationales. Elles sont l'une des armes principales des politiques néolibérales. Cependant, le nombre d'entreprises à privatiser diminue et les privatisations affaiblissent l'emploi. Tout cela ne fait pas une stratégie de long terme et moins encore un projet de société viable. Il faut remettre à l'ordre du jour, dans des conditions inédites, la question de la diversification des formes de propriété des moyens de production et d'échange comme outil mis au service du développement humain et en particulier la nationalisation. Alors, étudions la légitimité de la propriété nationale. Dans toute société, la distinction entre ce qui est public et ce qui est privé est un aspect fondateur de l'ordre politique.
Il existe ainsi des affaires qui intéressent la communauté nationale dans son ensemble, c'est l'ordre public, et d'autres qui n'intéressent que des individus ou des groupes particuliers, c'est d'ordre privé. Les décisions qui intéressent toute la communauté nationale relèvent de la politique, c'est-à-dire de l'ordre public. Elles ne peuvent en aucun cas être prises par des acteurs privés, prétendant agir au nom de tous. Certaines entreprises, parce qu'elles jouent un rôle particulier dans une société, concernent la communauté nationale et doivent donc relever des affaires publiques. C'est la raison pour laquelle le principe de propriété sociale, publique, nationale, collective, quel que soit le nom donné, est parfaitement légitime. La propriété nationale des organisations productives, les entreprises, est légitime car le but de la production et des services élaborés et fournis par ces organisations productives est la consommation finale des ménages, c'est-à-dire des citoyens, pour répondre à leurs besoins. Ce sont les citoyens, en achetant biens et services aux entreprises, qui permettent à ces dernières d'exister. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas l'entreprise qui crée la richesse et l'emploi. Ce sont les consommateurs qui décident d'acheter ou de ne pas acheter. S'ils n'achètent pas, les marchandises restent inertes dans les entrepôts ou ne sont tout simplement pas fabriquées. Il est donc dans l'ordre naturel des choses que les citoyens ne se contentent pas d'accueillir passivement les biens et services que les entreprises leur proposent, mais qu'ils puissent définir en amont ce que sont leurs besoins, du moins les besoins d'objets et de services, et la manière dont ils souhaitent qu'il y soit répondu. La façon la plus efficace pour y parvenir est que les organisations productives ne soient pas un corps étranger à la société par leur caractère privé, mais qu'elles en soient parties intégrantes du fait de leur statut public. Dans cette optique, des formes variées de propriété sont non seulement possibles mais indispensables. Les travailleurs ne seraient plus une ressource humaine pour l'entreprise, mais ce serait l'entreprise qui deviendrait une ressource pour les citoyens. Telle est l'orientation dans laquelle nous voulons nous engager.